Salut, c'est François. Encore une fois, on se retrouve pour parler d'Arro. Une belle histoire de tonton Nico qui nous parle de la folle histoire des Roumains qui rêvaient d'Amérique. Et il y a un paquet de monde qui a pensé et rêvé à faire fortune en exportant des voitures aux États-Unis. Arro, ces trois lettres évoquent sûrement pour vous davantage les Carpates roumaines que la Californie. Cette marque de l'Est, longtemps importée en France, construisait de rustiques 4x4, plus adaptés aux dures conditions des pays communistes qu'aux grandes avenues américaines. Et pourtant, dans les années 90, alors que cela fait déjà longtemps que les produits n'ont pas beaucoup évolué, le constructeur se met en tête d'importer aux USA ces 4x4. Voici la folle histoire des 4x4 Arro aux États-Unis. Depuis toujours, la marque Arro a cherché à exporter ses modèles, une façon efficace de faire rentrer des devises étrangères dans le pays et surtout un bon moyen d'élargir le potentiel de clientèle en dehors de la seule Roumanie. Pendant longtemps, la marque sera importée chez nous, en France, faisant de la France un des principaux marchés du 4x4 des Carpates. Parfois, on changera carrément le nom pour le produire sous licence. Ainsi, au Portugal, les Arro deviendront Portaro et se vendent ainsi pendant 2 décennies de 75 à 95. En Espagne, c'est sous le nom de Hisparo qu'on retrouve les produits roumains. La marque s'exporte dans de nombreux pays jusqu'au Canada. Retracer l'histoire d'Arro aux USA n'a pas été chose aisée. Mais pour nous, rien n'est impossible. Nous sommes donc partis à la rencontre d'Eddie, roumain installé aux États-Unis depuis des années et qui est une véritable Bible, dirons-nous, concernant Arro aux USA. Si quelqu'un pouvait nous expliquer l'histoire des voitures roumaines au pays de l'oncle Sam, c'est bien lui. Exporté aux USA, Arro y pensait depuis la fin des années 80. Certes, ce marché était très difficile et concurrentiel, certes, les normes y étaient compliquées et drastiques, certes, l'Américain moyen ne rêvait a priori pas de voiture roumaine, certes, un véhicule communiste aux USA risquait de faire un peu tâche, mais ces difficultés n'étaient rien par rapport à une porte d'entrée sur le plus grand marché automobile du monde. Un marché énorme qui en plus adore les 4x4 en tout genre. En cas de succès, les retombées pour Arro pouvaient être énormes. Au siège de la marque, on se prend à rêver, avec 10 000 ventes annuelles, on pouvait doubler la production. Pour y arriver, on se fixe un plan de marche avec un objectif très clair, vendre le 4x4 le moins cher du marché américain, 9 995 $. En 90, l'usine Arro envoie 200 modèles aux États-Unis. Ces modèles sont livrés sans moteur. Ils doivent recevoir un moteur américain avant d'être revendus. Tout se présente bien, mais rien ne se passera comme prévu. Les tout-terrains sont livrés à Portland, dans le Maine. Ils resteront sur le quai plusieurs années. Contrairement à ce qu'ils pensaient, les dirigeants d'Arro se voient confrontés à un mur, celui du dédouanement. Pour des raisons restées obscures, seule une poignée de véhicules franchira la douane pour rejoindre le petit garage du Maine. Ici, les caisses vides reçoivent des moteurs et des rétros de Ford Ranger 2,3 litres, ainsi que de nouveaux pneus. Depuis le temps, en effet, les pneus sont un peu carrés. Sur le papier, le moteur US, plus puissant, plus fiable et plus facile à entretenir que le moteur d'origine, doit rassurer le client américain. Pour enfoncer le clou, on renomme le tout Arro Hunter. Et on crée un siège social pour la marque à New York, sur Fordham Road. On convoque la presse et le New York Times annonce l'arrivée d'une nouvelle marque. Depuis le siège de la marque roumaine dans le Bronx, des brochures sont envoyées à des clients potentiels. Tout le monde y croit dur comme fer, mais rapidement il faut se rendre à l'évidence. Avec seulement 30 modèles vendus de 90 à 92, c'est un échec total. La qualité de construction fait fuir les rares potentiels clients. Malgré une garantie limitée à 3 mois, il faudra piocher des pièces sur des modèles invendus pour assurer un semblant de SAV suite à de nombreuses pannes. Arro décide d'arrêter les frais, c'est la fin d'Arro aux États-Unis, du moins c'est ce qu'on croit. Mais il y a un grand rebondissement. Si l'échec est total, il n'en reste pas moins que près de 200 véhicules sans moteur dorment toujours sur un quai du Maine. Dans un petit garage de la région, une équipe de 3 personnes, propriétaires, électriciens, mécaniciens, une grande équipe, avec une direction marketing mondiale, non je rigole, décide d'installer dans ces caisses des moteurs Chrysler 2,4 litres. Ces modèles sont vendus sans aucun soutien de la marque qui demande qu'on retire les logos et qu'on cesse d'utiliser le nom Arro. Ce sont donc à nouveau 20 modèles qui seront écoulés sous le nom de Hunter, tout court, entre 93 et 95, sur un marché américain qui n'en demandait pas tant. C'est à ce moment-là que va faire son apparition dans cette histoire un personnage dont le destin sera intimement lié à celui d'Arro. John Perez est un Américain originaire de Cuba qui vit à Atlanta depuis ses 15 ans. On connaît peu de choses à propos du garçon. D'ailleurs, à l'époque, personne ne relève que Perez et son associé de l'époque, John Trotman, ont été au cœur d'une enquête fédérale orchestrée par la Cour fédérale de justice de Miami en 1987. À l'époque, on reprochait au duo d'avoir collecté 1,4 million de dollars d'acompte auprès de 60 concessionnaires américains
sans posséder de licence officielle de revendeur. Après tout, John Perez est un citoyen américain libre et rien ne l'empêche d'acheter un stock de véhicules sans moteur dormant sur un quai. Le projet de Perez est classique, il va monter des moteurs Ford 3 litres V6 sur les Arrow et ça va se vendre comme des petits pains. Rapidement, on construit 3 modèles qui permettent d'organiser une séance photo pour concevoir une brochure et une autre poignée de véhicules qui servent à divers crash tests. Mais l'ambition de Perez va bien au-delà de quelques modèles bricolés. Il veut obtenir le soutien de l'usine et devenir un importateur exclusif pour les États-Unis. En 1998, on relance donc officiellement la commercialisation de ces véhicules roumains sous le nom de Arrow 24. L'usine envoie à nouveau 70 modèles sur le sol américain. La revue Four Wheeler Magazine, sortie en janvier 1998, annonce le comeback roumain, l'Arrow 4x4, qui est désormais importé, a l'intention d'être un pavé dans la mare des 4 roues motrices, marché qui ne cesse de croître. Le potentiel est énorme, ça on se sait, et l'escroquerie aussi. Et John Perez, président et fondateur d'Eastern Europe Imports, compte vendre 20 000 exemplaires pour l'année 98. 20 000 seulement. Enfin, de toute façon, on peut mettre 100 000 de toute façon, c'est un peu comme quand on donne des chiffres à un banquier. Il a actuellement plus de 150 concessionnaires aux États-Unis prêts à vendre la marque Arrow avec un prix de base inférieur à 13 000 $. Bon, vous avez compris, on est passé de 10 000 à 13 000, mais c'est toujours la même merde. Je vais mettre fin au suspense. Rien de ce qui est annoncé dans cet article du magazine américain ne se produira. L'Arrow 24 ne sera jamais vendu sur le sol américain. Les raisons sont sûrement multiples, mais la première d'entre elles sera qu'aucun véhicule ne parviendra à se conformer aux normes de sécurité américaines. Lors du crash test, le réservoir d'essence se détachera même de la voiture. Entre autres problèmes, les 4x4 roumains n'étaient pas non plus très étanches. Un an après sa reprise du projet, Perez jette l'éponge et se dit que les 70 carrosseries seront abandonnées quelque part du côté de la Géorgie américaine. On pourrait penser que toutes ces tentatives malheureuses auraient refroidi le plus tenace des importateurs. Ce serait mal connaître John Perez qui refait surface en 2003 avec une nouvelle société baptisée Crosslander. Le Crosslander 244X est produit sous licence à Manaus, Brésil, et est basé évidemment sur un bon vieux Arrow 244 roumain. Perez nous refait le coup des 150 concessionnaires et va même jusqu'à encaisser des acomptes et des droits d'entrée dans le réseau, comme au bon vieux temps. Déclarant à qui veut l'entendre que tous les concessionnaires américains se battent pour distribuer la marque aux USA, Perez parcourt le pays et encaisse les dollars. Au total, ils seront 50 à débourser 69 000 $ chacun pour acquérir le droit de représenter la marque. D'autres sources parlent de 75 000 $ déboursés par 200 concessionnaires, pour un total de 15 millions de $. En tout cas, si le mec est un escroc, c'est quand même un super vendeur. Seulement voilà, aucune voiture ne pointe le bout de son nez. Pire, Perez vend à tout le monde un 4x4 pourvu d'un moteur V6 4 litres Ford Cologne, puis un V6 2 litres 9 Ford Cosworth, alors qu'il sait depuis bien longtemps que Ford a refusé de lui en fournir. Et la suite, devinez, eh bien vous la saurez en écoutant l'épisode 2 de Arrow aux USA, au Brésil et dans le monde entier grâce à John Perez.